Une remise de prix très spéciale ce soir sur LN24 grâce au collectif Carta Academica. On délivre les académiques honoris causa à 7 lauréats, 7 académiques, 7 chercheurs qui ont d'une façon ou d'une autre mené un combat pour la liberté académique. On est au 3e lauréat. Il s'agit de Ahmadreza Djalali, que l'on connaît finalement bien en Belgique, mieux peut-être même que tous les autres. Pourquoi ? Eh bien parce que ce suédo-iranien de la VUB, qui était professeur invité à la VUB, a été condamné à mort en Iran. Il est parti en Iran pour un voyage professionnel et il n'en est jamais revenu. Depuis 5 ans, il est incarcéré. Depuis 1 an, sa famille n'a aucune nouvelle de lui. C'est une situation extrêmement préoccupante, comme nous l'explique très bien Paul Lonsat. Des images régulièrement en une de l'actualité, des mobilisations devant les universités belges et l'ambassade bruxelloise de l'Iran pour réclamer la libération d'Ahmadreza Djalali, professeur invité à la VUB. Depuis avril 2016, soit plus de 5 ans, ce scientifique suédo-iranien, spécialiste de la médecine d'urgence, est détenu en Iran. Il a été condamné à mort sans vraiment des preuves en 2017. Et depuis 2017, effectivement, sans appel, sans recours et sans vraiment une aide ni un support que l'étranger peut lui apporter, il vit sous la menace de l'exécution de mort. En parallèle de sa condamnation à mort sans preuve, la télévision d'État diffuse des aveux arrachés sous la torture, selon Amnesty International. Et les conditions de détention dans la prison d'Evin sont atroces, comme le montrent ces vidéos diffusées cet été. L'état de santé d'Ahmadreza Djalali s'est fortement dégradé. Il est en permanence soumis à des mauvais traitements. Lorsqu'il a voulu aller à l'hôpital, par exemple, pour se faire soigner, eh bien, les autorités exigeaient qu'il soit enchaîné à son lit, ce qu'il a d'abord refusé. Et puis, finalement, il a quand même dû y aller parce qu'il devait être absolument opéré. Et là, de nouveau, il a été enchaîné. Depuis la Suède, sa femme, la mère de ses 2 enfants, continue le combat. Les diplomaties belges, suédoises, italiennes se sont également emparées du dossier, et même l'Union européenne et les Nations unies. Là, il y a eu une mobilisation internationale assez extraordinaire qui est... Alors, c'est difficile de dire si elle a conduit à la non-exécution de M. Djalali, mais il y a des chances que ça a quand même eu un impact. Aujourd'hui, il n'est plus dans l'aile des détenus condamnés à mort, mais les autorités iraniennes continuent de jouer avec son sort pour faire pression sur les Occidentaux. Et l'espoir est que jusqu'à présent, on trouve la bienveillance des politiques et de l'opinion publique pour garder ces cas sous l'attention. Ça, c'est pour l'instant le seul espoir. L'espoir est naturellement qu'il puisse rentrer. Samedi dernier, cela a fait 2000 jours qu'Ahmadreza Djalali a été arrêté par les autorités iraniennes. Ahmadreza Djalali, récompensé pour soutenir son combat pour la liberté contre les autorités iraniennes. On l'entend, il est condamné à mort en Iran, alors même qu'il réalise un voyage professionnel. Bonjour Christophe Berti. Bonjour. Bonsoir, oui, on peut déjà se dire bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef du Soir, en partenariat aussi avec cette remise de prix. Peut-être d'abord un mot pour faire le lien avec cette situation particulière du docteur Djalali. Les médias, leur rôle dans cette liberté académique? Il est fondamental, c'est pour ça qu'on est partenaire fidèle de Carta Academica depuis longtemps et qu'évidemment, dans ce genre d'aventure, le Soir se doit d'être présent à la fois rédactionnellement et je dirais peut-être un gros mot, mais moralement aussi. On le voit, Caroline Powell l'explique bien dans le reportage, c'est que pour la vie, parce que là on parle plus de liberté académique, on parle plus d'idées, on parle de la vie ou de la mort d'un homme, et je pense que cette vie elle dépend aussi de notre mobilisation et de notre capacité à garder entre guillemets un sujet au centre de l'actualité. Alors en toute transparence, c'est compliqué, une fois qu'on a dit qu'il était dans cette situation-là, qu'on a fait le reportage, c'est difficile pour des journaux de revenir le lendemain, de revenir le surlendemain, mais c'est extrêmement important parce que je pense que on est dans une catégorie de ce que j'appellerais, les experts appellent mieux que moi, un otage d'État. En fait, c'est plus un cas politique que parfois l'Iran utilise de manière extrêmement cynique en jouant avec la santé de quelqu'un. Et donc voilà, un journal comme le nôtre devait forcément être présent dans cette initiative. Et ce qui est particulier dans la situation du docteur Djalali, c'est qu'on n'a aucune information. On ne sait toujours pas pourquoi il est condamné à mort. On dit que c'est pour espionnage, on ne sait pas pourquoi lui, pourquoi pas quelqu'un d'autre. Alors même qu'on le rappelle, il était en voyage académique, là pour le coup, Vincent Engel, évoquait les combats comme celui-ci, celui par exemple d'Amnesty International, qui fait tout pour que ce docteur Djalali soit libéré, c'est un danger aussi pour ceux qui écrivent.
Oui, c'est un danger, mais c'est quand ils sont dans cette situation-là, c'est parfois la seule manière de les soutenir. C'est quand le focus international des médias se porte sur eux, les gouvernements, même les plus autoritaires, sont un petit peu gênés. Puis surtout, et c'est ce qui est très malheureux dans cette histoire-là, il est utilisé comme un joker. Il est une carte de pression du gouvernement iranien pour différents dossiers, notamment le procès ici en Belgique qui implique des diplomates iranien, il l'utilise de manière théâtrale, absolument odieuse, en menaçant de le conduire pour son exécution comme par hasard la veille d'une audience. Donc c'est vraiment, je pense qu'il faut dire le terme, c'est vraiment crapuleux au sens le plus fort du terme. Et quand on entend son épouse aussi, que Paul Loncin a eu l'occasion d'interviewer, on sent que son état d'esprit est particulier. Il y a cette envie de continuer son combat et puis il y a cette tristesse aussi. Écoutez. I'm disappointed now because it's for a long time it doesn't have any access to a phone call and anything, but on the other hand also the Sweden government and also the other like EU Parliament and just send a statement and said all the time they follow his case, but it's not nothing any development of his case, and I'm really disappointed now. Une situation tout à fait invraisemblable, qui nous semble en tous les cas invraisemblable, celle d'Ahmadreza Djalali, qui nous fait penser à Julian Assange, Vincent. Oui, alors Julian Assange n'est pas détenu par un pouvoir autoritaire comme le pouvoir iranien, mais il a touché à des secrets d'État qui conduisent même des gouvernements démocratiques à se comporter comme des États totalitaires au mépris du droit et de la justice. Julian Assange est aussi détenu de manière arbitraire depuis plus de 9 ans maintenant, sous différentes formes de détention. Il était lauréat des académiques honoris causa l'année dernière et lui aussi est utilisé là c'est une autre utilisation, c'est pour faire peur aux lanceurs d'alerte du monde entier, pour leur dire attention, taisez-vous et tenez-vous à carreau parce que c'est ce qui vous attend si vous allez trop loin. Mais donc justement, ces lanceurs d'alerte, ici on parle de Julian Assange, comment ne pas parler des journalistes de toutes les rédactions, que ce soit ici en Belgique ou ailleurs. Christophe Verty, est-ce qu'on se met des limites dans ce genre de dossier? Est-ce qu'on briefe ses équipes en disant attention, là-dessus il faut être vraiment particulièrement nuancé, sensible? Comment on fait? La limite, c'est la protection des sources et la protection des journalistes. D'abord, Le Soir, et j'en suis très fier, porte beaucoup d'attention à l'investigation. On fait partie, avec Mediapart, on aura l'occasion, j'imagine, d'en parler. On a créé nous-mêmes notre propre consortium d'investigation qui s'appelle EIC. On fait partie de l'ICIJ. On a publié les Pandora Papers. Alors, on voit que c'est compliqué, en fait. C'est compliqué au niveau journalistique, parce que l'info, elle tombe pas du ciel. Donc, il faut aller la chercher, il faut prendre des risques. Et il faut des moyens pour mettre des journalistes uniquement sur l'investigation. Alors évidemment, c'est pour ça qu'un journal comme Le Soir, on a la chance d'avoir une centaine de journalistes, mais il est extrêmement important pour nous de travailler en réseau. Et ça, c'est quand même, je pense, une des grosses avancées du journalisme ces dernières années, que ce soit à travers EIC ou que ce soit à travers l'ICIJ, où on fait aussi partie d'un groupe qui s'appelle l'ENA. C'est en pouvant mobiliser sur les Pandora Papers, par exemple, 400, 500, 600 journalistes pendant des mois, qu'on arrive à, j'espère, faire bouger les lignes, en tout cas faire notre métier. Il y a un aspect qui est plus anecdotique, mais qui ne l'est pas tant que ça, c'est l'aspect technologique aussi. Oui. Je veux dire, on n'en parle pas vraiment, mais pour les Pandora Papers, par exemple, ou pour d'autres leaks, on doit protéger les serveurs, on doit protéger les téléphones, on doit protéger les ordinateurs. Ça peut paraître un peu James Bond ou anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout, parce que c'est le cœur de notre travail. Et ça demande aussi des moyens. C'est pour ça que le faire en groupe est essentiel, en fait. Et cette idée de réseau, elle est extrêmement importante. D'ailleurs, c'est un peu l'idée qu'il y a derrière Carta Academica aussi, on imagine. Et on l'évoquait tout à l'heure avec Vandana Shiva, sa force aussi, c'est de comprendre que la collaboration est la clé aujourd'hui. Dans le monde académique, dans la presse, dans la lutte pour les droits humains, Amnesty International, on l'évoquait tout, on est tous dans ce même combat-là pour la défense des valeurs fondamentales de la démocratie. Mais on se demande quand même ici, avec le cas très singulier du docteur Djalali, comment est-ce possible qu'un homme qui ait réalisé une profession, qui est pratiqué ici en Belgique en tant que professeur à la VUB, soit en Iran, enfermé et condamné à mort et qu'on ne puisse rien y faire. Ça, c'est vraiment une situation que je ne comprends pas.
Ben, c'est le propre de la plupart des injustices, c'est qu'on ne les comprend pas et qu'on est désarmé face à elles et qu'on a ce sentiment de colère et à la fois de colère, de tristesse et d'impuissance. Mais il faut évidemment pas baisser les bras parce que c'est la vie d'un homme. Christophe le rappelait tout à l'heure, c'est la vie d'un homme qui est en jeu et d'autres personnes qui se retrouvent dans cette situation. Il y en a d'autres. Il y en a en Chine, il y en a un peu partout sur la planète. Donc Ces lanceurs d'alerte, Christophe Berti, ils doivent se trouver dans les rédactions exclusivement ou dans le chef des académiques ou dans les cabinets politiques? Partout, bien sûr que ce n'est pas uniquement des journalistes, on n'est pas en vase clos. Ce serait un jour intéressant de dire d'où viennent les informations sur les différents leaks qu'on a eus là-dedans. Et je pense que, comme Vincent l'a dit, la force, je l'espère en tout cas certainement, alors j'aime pas utiliser le mot arme, mais en tout cas un élément extrêmement important des journalistes, c'est le réseau là-dedans, et c'est pour ça que très clairement on a fait depuis longtemps un partenariat avec Carta Academica, parce que je pense comme Vincent qu'il faut non seulement travailler ensemble entre différentes rédactions, il n'y a pas de concurrence quand il y a des éléments qui sont aussi importants pour la démocratie ou qui sont aussi importants pour la citoyenneté, mais aussi avec le monde académique, mais aussi avec le monde politique que je ne regarde pas comme étant pourri, sale, corrompu. Il faut éviter les caricatures à ce niveau-là. Et je pense vraiment que l'importance du réseau, elle est fondamentale, en fait. Mais est-ce que ce cas très précis ne nous montre pas finalement les limites de l'intellectuel, les limites du journaliste, les limites de l'académique? Parce qu'ici, très concrètement, on se demande si ce n'est pas un gros échec de la communauté internationale. Écoutez, Djalali est encore vivant, on peut le supposer. Et sa situation, sa santé se dégrade aujourd'hui. Oui, mais quand on regarde l'histoire, les grands combats pour les injustices ont duré des années. L'affaire Dreyfus, ça a duré des années avant qu'il soit réhabilité. Donc, c'est pas perdu. Il faut pas dire que c'est perdu. C'est archi difficile. Ce qu'il vit, c'est un enfer. Donc, il faut le rappeler. Alors, comme Christophe le disait, on peut pas le rappeler tous les jours en tête de journal, mais régulièrement, suivant que ce soit cette action-ci ou d'autres actions, le rappeler à l'opinion et faire pression sur les gouvernements, parce que effectivement ici, qui peut agir? Ce sont les diplomaties des différents pays concernés qui, elles, sont confrontées à des intérêts contradictoires. C'est qu'à la fois, oui, ils veulent bien essayer de défendre ça, mais il y a aussi des intérêts économiques, politiques qu'ils entretiennent avec le pays en question. Donc c'est un jeu d'équilibriste qui est vraiment très compliqué. Je pense qu'il y a vraiment deux éléments dans ce cas. Il y a un élément totalement, si je peux dire, conjoncturel, personnel sur la vie et la survie de cet homme. Et puis, comme le dit Vincent, il y a aussi un élément qui est des principes. Si on arrête, parce qu'on se dit qu'on ne peut rien y faire et que finalement l'Iran décide ce qu'il veut, si on arrête d'y croire, si on arrête de le défendre, si Amnesty International arrête de mobiliser là-dessus, mais aussi le Parlement européen, il faut aussi le dire que c'est une vraie mobilisation internationale, je pense, alors j'espère évidemment qu'il y aura une fin qui sera positive, qu'il ne va ni être exécuté ni mourir, parce que c'est peut-être aussi ça que l'Iran attend, c'est de même pas devoir l'exécuter pour aller jusqu'au bout du cynisme là-dedans. Mais je pense vraiment qu'au-delà de ça, le principe même de se battre pour des valeurs, pour une citoyenneté, pour des droits, c'est extrêmement important pour nous tous. C'est une invitation à laquelle on tentera de répondre tous les jours, puisque vous le disiez, c'est vraiment des petites briques qu'on ajoute tous les jours. Et la dernière brique, c'est celle de ces enfants. C'était le 15 octobre dernier, ces enfants qui ont appelé à l'aide dans une lettre ouverte, une lettre qui a été diffusée à la fois dans la presse par Amnesty International, qui a généré elle aussi tout d'un coup un souvenir de cette histoire, parce qu'on le disait, c'est ça la difficulté, c'est de faire pérenniser quelque part un dossier aussi lourd que celui-ci dans la presse. C'est pas toujours facile non plus. Non, c'est ça. Et or, après, ça peut paraître artificiel de dire 2000 jours, mais il faut se raccrocher à des éléments comme ça pour relancer l'attention. Et l'initiative d'aujourd'hui, c'est exactement ça aussi. En fait, Carta Academica aurait pu choisir d'autres personnes, parce qu'on a déjà, entre guillemets, avec 50 guillemets, et c'est pas négatif, beaucoup parlé de lui, mais au contraire, ça me paraît extrêmement important de le remettre sur le tapis. Et le mot de la fin, on le laisse à l'épouse du docteur Djalali, qui parle d'espoir encore. I don't know actually, but my demand and my children demand open a way for just release my husband, because he's really innocent, and I hope they really want to release him. Just say we demand for the free Ahmad Reza is not enough, and I think they need like I said directly more effort doing and release him as soon as possible to his family.
L'épouse de Ahmadreza Djalali, récompensée pour son combat pour la liberté contre les autorités iraniennes, 3e lauréat des académiques honoris causa.